la diaspora et ceux qui sont à l'intérieur du pays. Parlons politique et justice dans un entretien exclusif daté ce dimanche 19 novembre ici à Dakar avec Saïd Larifou, parmi l'un des avocats d'Ousmane Sonko, également d'origine franco-comorienne. Bonjour Monsieur Larifou, toute l'équipe de Sénégal 7 vous passe le salut. Merci beaucoup de l'honneur que vous me faites et que vous faites aussi à mon client, M. Ousmane Sonko, de nous donner l'occasion de nous exprimer sur votre chaîne pour vous parler de notre client et de vous parler de sa situation et puis parler de l'actualité judiciaire le concernant. Effectivement, maître, merci beaucoup. Un immense plaisir d'échanger sur l'actualité politique ici au Sénégal, ainsi que pour parler sur l'affaire Ousmane Sonko, de la Cour suprême à passer à la Cour de la justice de la CEDEAO et du renvoi du juge Siré Aliba au tribunal au plan de Dakar. Tout d'abord, les Sénégalais devront-ils se douter sur l'indépendance de la justice, en quelque sorte, d'une manière générale? Bon, la justice sénégalaise, comme la société sénégalaise, à mon avis, je suis un observateur là-dessus, donc je ne peux pas me permettre de porter un jugement sur la justice d'un pays ami, d'un pays frère, mais je constate tout simplement, comme les autres observateurs, que toutes les sociétés africaines font l'objet en ce moment d'une mutation extrêmement profonde. Donc le Sénégal ne peut pas faire l'économie de cette mutation. Chaque fois qu'il y a une mutation, il y a toujours des remous. Il y a toujours des remous et puis des remises en cause et puis une forme de résistance par le système. Il est vrai que le système actuel au Sénégal, comme dans de nombreux pays africains, est victime de l'usure. Et cela amène effectivement à une certaine remise en cause et ça peut entraîner des crises. Et la société sénégalaise ne fait pas l'économie de cela. Bon, ce que nous vivons en ce moment, ne serait-ce que dans la situation de mon client, M. Ousmane Sonko, soulève un certain nombre de problèmes graves parce qu'on constate qu'il y a une rupture, une rébellion institutionnelle des institutions de la République du Sénégal contre le peuple sénégalais. Contre le peuple sénégalais. Voilà, bon donc je le constate non seulement avec la justice, mais je le constate aussi avec l'administration, puisque comment on peut comprendre qu'une décision judiciaire qui est exécutoire ne soit pas exécutée par un fonctionnaire. Ça quand même, ça soulève un problème. Donc c'est pour cette raison que je parle tout à l'heure d'une rébellion des institutions, de certaines institutions contre le peuple sénégalais. Contre le peuple sénégalais, merci. Entrons dans le vif du sujet. L'affaire Ousmane Sonko à la Cour suprême. Que doit-on retenir par rapport à l'audience du 17 novembre? Bon, d'abord un regret profond qui est partagé par les acteurs judiciaires et puis partagé également par l'opinion et les observateurs qui trouvent cela curieux puisque tout le monde aurait bien voulu que cette affaire de l'inscription de M. Ousmane Sonko soit réglée définitivement par la Cour suprême. En tout cas, la Cour suprême a la compétence pour statuer de façon définitive sur un contentieux administratif qu'est le contentieux électoral. Bon, sur les trois moyens qui ont été soulevés, à savoir la compétence du juge de Ziguinchor, là la Cour suprême s'est ralliée à la cause de M. Ousmane Sonko en soutenant qu'effectivement le juge de Ziguinchor est territorialement compétent du fait que M. Ousmane Sonko y est inscrit sur les listes électorales de la commune de Ziguinchor où il est le maire. Bon, sur le problème de la recevabilité de la requête, c'est là où la Cour suprême aurait dû trancher dans la mesure où elle estimait, c'est discutable, mais elle estimait que le juge des Ziguinchor aurait dû préciser en quoi le défaut d'observation
des formalités extrêmement importantes puisque c'est des formalités qui protègent le droit de M. Ousmane Sonko. En quoi la violation de cette procédure de signification porte atteinte à M. Ousmane Sonko? Donc qu'est-ce que le juge, par exemple, Siré Aliba, a reproché le juge de Ziguinchor, Sabassi Faye? Bon, c'est sur cet aspect, le fait que, bon, si j'ai bien compris, puisque nous n'avons pas encore pris possession de l'arrêt de la Cour suprême, mais si j'ai bien noté, c'est qu'il est reproché, la Cour suprême reproche à tort, puisqu'il faut que les choses soient claires, reproche à tort au juge des Ziguinchor n'avoir pas indiqué en quoi le défaut d'observation de cette formalité porte atteinte au droit de M. Sonko, alors qu'il est de notoriété publique que cette décision de radiation porte incontestablement préjudice à M. Ousmane Sonko dans la mesure où, contrairement à d'autres prétendants aux fonctions suprêmes, M. Ousmane Sonko, jusqu'à maintenant, on est le 19 aujourd'hui, il n'a pas pu obtenir les fiches de parrainage lui permettant de poser en toute sérénité, en toute égalité, comme les autres candidats, les parrainages dont il en a besoin pour poser sa candidature. Et le fait qu'il ne soit pas inscrit sur les listes électorales est un préjudice direct. Bon, donc, nous attendons voir. Le match n'est pas terminé. Vous avez déclaré face à la presse que l'audience, la décision du juge Siré Aliba, c'était une prolongation dans ce dossier. Voilà, tout à fait. J'ai dit qu'il s'agit d'une prolongation dans la mesure où nous allons nous retrouver à nouveau devant le juge de Dakar, le tribunal d'instance de Dakar, pour faire valoir les moyens de droit au profit de notre client, M. Ousmane Sonko. Bon, l'affaire reviendra très très prochainement, dans les prochains jours, devant le tribunal d'instance de Dakar, et nous ferons valoir les mêmes arguments pour le rétablissement de droit de M. Ousmane Sonko. Merci beaucoup, maître. Nous allons passer à la troisième question. Par rapport à l'application de l'article 53 de la loi organique numéro 2017, 9 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, abrogeant et remplaçant la loi organique du 8 août 2008, justifie le renvoi du président de la Cour suprême dans l'affaire dans une autre juridiction. Le fait que la décision, le dossier soit renvoyé dans une autre juridiction, est-ce cela est du droit? Bon, s'agissant d'un contentieux administratif, électoral donc administratif, la Cour suprême, selon la loi sénégalaise, vous avez évoqué la loi organique, donne la possibilité, en tout cas c'est une obligation pour la Cour suprême de statuer sans renvoyer devant une autre juridiction. Bon, nous estimons que cela n'est pas normal et nous sommes en train d'examiner, moi-même avec mes confrères du collectif, en concertation avec notre client, la possibilité d'exercer une autre démarche judiciaire, mais je ne vais pas le dire. C'est-à-dire? Non, je ne peux pas le dire aujourd'hui puisque on le dira dans le prochain jour, peut-être même demain ou après-demain, puisque je ne peux pas dévoiler devant les médias une stratégie, une discussion qui nous semble pertinente, qui sera sans doute retenue, mais qui fait en ce moment l'objet des discussions entre les membres du collectif d'avocats de M. Ousmane Sonko et en collaboration et en harmonie, en collaboration avec notre client. Mais il est sûr qu'on ne va pas laisser les choses comme ça. On ne laissera rien passer lorsqu'il est question des droits de M. Ousmane Sonko. Nous épuiserons toutes les voies des recours légales pour faire valoir ses droits. Nous ne laisserons rien passer. Vous allez laisser rien passer, c'est-à-dire que vous allez changer la situation? Oui, changer les donnes, puisque la décision qui a été rendue avant-hier, vendredi dernier, nous semble contestable. Cette décision est entachée de graves irrégularités, puisque ça n'échappe à personne que la composition même
de la Cour suprême lors du délibéré n'était pas complète. Et nous nous posons beaucoup de questions. Et des observateurs se posent beaucoup de questions, puisque la composition était composée de 4 conseillers, 5 conseillers, 4 conseillers plus le président, donc ça fait 5. Au moment du délibéré, il n'y en a eu que 4. Bon, donc ça soulève des questions, et il est tout à fait normal que cette question soit examinée et qu'une réponse claire, sans ambiguïté, soit apportée. Puisqu'il s'agit quand même d'un droit fondamental de M. Ousmane Sonko d'être jugé dans les mêmes conditions que tous les Sénégalais. Donc on ne peut pas comprendre que s'agissant de M. Ousmane Sonko, que chaque fois que M. Ousmane Sonko a un dossier devant un tribunal, que cela fasse l'objet d'un examen spécial. Bon, c'est pas normal. C'est une rupture au fait du principe d'égalité entre les citoyens devant la justice. Je rappelle, lorsque M. Ousmane Sonko avait été convoqué devant le tribunal correctionnel dans le cadre d'une affaire de diffamation, je tiens quand même à le rappeler puisque c'est très important. Notre client, comme tous les citoyens sénégalais, peut faire l'objet d'une enquête préliminaire, c'est pas ça le problème. Et qu'il doit répondre, M. Ousmane Sonko doit répondre de ses actes, ce qui est tout à fait normal. Mais lorsqu'il s'agit de M. Ousmane Sonko, on sent qu'il y a un traitement spécial et que lorsque lui aussi adopte une posture qui est adaptée à la situation qui lui est imposée... Pourquoi cet acharnement sur l'homme, en quelque sorte? Vous-même, vous l'avez relevé, il s'agit d'un acharnement également. Heureusement que ça ne sort pas de ma bouche, mais vous l'avez même relevé, c'est de notoriété publique qu'il s'agit d'un acharnement. Vous savez, moi je ne juge pas le système de défense de l'adversaire. Je le combats, mais je ne le juge pas. Je ne suis pas là pour juger, je suis là pour combattre. Pour combattre. Voilà. Mais j'observe tout simplement cette curiosité de voir l'État sénégalais utiliser les moyens de l'État sénégalais pour constituer une batterie d'avocats contre un citoyen, un Sénégalais qui ne demande qu'une seule chose, l'application de la loi, le bénéfice de ce droit en tant que citoyen sénégalais de figurer sur les listes électorales. Est-ce que cela nécessite autant de moyens de l'État sénégalais contre un citoyen sénégalais? Bon, moi, j'étais choqué, et je le relevais devant la Cour suprême, que cela illustre cet acharnement, effectivement. Comme quoi, tous les moyens de l'État ont été déployés pour abattre un homme qui n'a rien fait de mal. Est-ce que le fait aujourd'hui d'incarner l'espoir du peuple sénégalais, incarner aussi l'espoir des peuples d'Afrique, est-ce que le fait d'inspirer des peuples d'Afrique et d'être en harmonie avec les inspirations des peuples d'Afrique constitue en soi un danger? Donc il s'agit d'une question de démocratie, de gouvernance, ou c'est la justice politique qui s'est appliquée? Non, moi j'estime tout simplement que lorsque je parle de l'utilisation, l'instrumentalisation des moyens de l'État pour abattre un homme, cela englobe tout, cela veut dire tout, quoi. Cela veut dire tout simplement que la justice, que l'institution militaire, que l'administration elle-même sont mises à contribution pour atteindre un seul objectif. C'est d'abattre, empêcher à ce que M. Ousmane Sonko exerce ses droits politiques. Que ce soit M. Ousmane Sonko qui mobilise autant de moyens, autant d'avocats, autant d'adhésions pour défendre ses droits, c'est normal. Mais l'État, moi je ne vois pas en quoi
la présence de M. Ousmane Sonko sur les listes électorales et sa candidature aux prochaines élections présidentielles constitue un danger pour l'État sénégalais au point où les moyens de l'État sénégalais sont mis à contribution pour l'empêcher de ne pas devenir président. Vous savez, nous sommes croyants. Vous êtes croyant. Ils peuvent tout mobiliser, mais ils n'empêcheront pas. Mais vous avez foi qu'il va devenir le 5e président de la République du Sénégal, vu le contexte politique? C'est pas question que je crois. Vous savez, les fonctions de président de la République, ça, il n'y a que le Tout-Puissant qui le donne à qui il veut. Vous voyez, vous êtes 19 millions d'habitants ici au Sénégal. Je ne pense pas que vous serez 19 millions président de la République, vous voyez. Et ce qui est important dans le parcours de M. Ousmane Sonko, c'est sa droiture, sa cohésion. Et puis, il a su réunir sur le combat qu'il mène des millions de Sénégalais. Et puis même au-delà du Sénégal, au point où chaque pays africain souhaiterait avoir un Ousmane Sonko pour qu'enfin l'Afrique se réveille. Bon, lorsque vous êtes un homme politique, vous arrivez à atteindre ce niveau d'adhésion du peuple sur votre cause, sur votre démarche, sur votre profil, c'est déjà une victoire. Et puis le reste est subsidiaire, vous voyez. Et je tiens quand même à le dire, je l'ai déjà dit sur une autre chaîne, que l'homme que je défends, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec lui à plusieurs reprises. Je n'ai pas vu en lui un homme qui est attaché au pouvoir. Je n'ai pas vu en lui un homme attaché à l'argent. Je n'ai pas vu un homme attaché aux honneurs. Vous voyez, je n'ai pas vu aussi quelqu'un qui porte la haine, au point de vouloir la mort, non seulement de son prochain, mais de son peuple, juste pour se maintenir, ou bien pour arriver au pouvoir. Je n'ai pas vu ça en M. Ousmane Sonko. Je pense que j'espère qu'il aura les moyens de se faire connaître davantage. Il est connu, sinon les Sénégalais ne seraient pas des millions et des millions à adhérer à sa cause, à sa démarche. Mais le connaître encore davantage serait encore quelque chose d'exceptionnel, puisque les gens découvriront à cet homme, à ce grand homme, un homme tout à fait détaché. Et c'est un homme très respectueux de son pays, respectueux des institutions de son pays. Et c'est pour cette raison qu'il refuse de cautionner certaines pratiques. Lorsque vous savez que la justice est debout et instrumentalisée pour vous abattre, vous avez le choix. Soit vous allez pour donner ce semblant comme quoi effectivement la justice fonctionne alors qu'elle fonctionne, mais instrumentalisée aussi pour vous abattre. Donc à partir de là, vous avez une forme de résistance qui est pacifique. Puisqu'aujourd'hui, notre client, il est inculpé pour rébellion, pour trouble à l'ordre public, pour atteinte à la sûreté de l'État, pour je ne sais pas quoi encore. Cette d'inculpation. Bon voilà, donc il fallait fabriquer toute une série d'effets criminels pour justement justifier son placement en détention provisoire et l'empêcher de ne pas mener campagne et de venir et poser sa candidature et puis mener sa campagne. Merci beaucoup, maître. Par conséquent, le dossier toujours de la Cour suprême pourrait-il ne pas être définitif, c'est-à-dire être vidé jusqu'au dépôt des candidatures fixées à partir du 11 décembre 2023? C'est-à-dire, c'est une question qui se pose ici au Sénégal, sachant que le tribunal hors classe de Dakar a hérité de l'affaire malgré le début des parrainages, ce qui pourrait être un handicap par rapport au calendrier électoral. Bon, vous savez, ceux qui pensaient imposer à mon client un calendrier extrêmement tendu, serré et préjudiciable pour ses intérêts, se trompent. Nous avons encore des moyens juridiques pour montrer que M. Ousmane Sonko, aux institutions judiciaires de ce pays, nous avons les moyens légaux, juridiques, pour démontrer aux institutions judiciaires de ce pays que M. Ousmane Sonko a été volontairement mis en difficulté pour ne pas présenter sa candidature dans des conditions d'égalité
au même titre que les autres candidats. Donc vous êtes donc la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui, il a été mis en difficulté de récupérer les fiches de parrainage. Ça ne vient pas de lui, mais ça vient du fait que l'administration se rebelle contre l'institution judiciaire, contre une décision judiciaire. Et ça, ce n'est pas le fait de M. Ousmane Sonko. Si aujourd'hui, on l'a empêché de ne pas récupérer son parrainage, malgré la décision du juge des Ziguinchor, qui est exécuteur de droit, malgré la décision du juge des Ziguinchor, et malgré également la décision de la Sénat, qui a demandé à ce que M. Ousmane Sonko soit autorisé à récupérer les fiches. Bon, donc, il y a deux décisions, celle du juge des Ziguinchor, celle de la Sénat. Et la direction générale des élections s'est opposée volontairement. Bon, donc, ça, c'est un problème de droit également, qui sera soumis à l'appréciation de l'institution judiciaire habilitée à examiner tout litige relatif à des élections. Et nous le ferons dans les prochains jours également. Bon, donc, lorsque je dis que nous ne laisserons rien faire, nous n'allons pas répondre à la provocation, puisque nous avons les intérêts de M. Ousmane Sonko. M. Ousmane Sonko, c'est le principal, c'est le chef de l'opposition. M. Ousmane Sonko est élu par tous les sondages, quelquefois au premier tour. Certains sondages parlent de premier tour. Donc à partir de là, nous ne devons pas accepter certaines formes de provocation, puisque nous savons que nous défendons les intérêts d'un homme d'État, du futur président du Sénégal. Donc nous devons ne pas répondre à certaines formes de provocation qui viennent soit des institutions, soit des fonctionnaires, ou bien de nos confrères. Nous devons être dignes, fermes, et puis déterminés à défendre les intérêts de ce grand homme. À défendre votre candidat. Mais est-ce que vous pas êtes... notre candidat, à défendre notre client. Votre client. C'est le candidat des Sénégalais. Mais vous êtes avocat, vous êtes son avocat, peut-être vous allez le soutenir quand même. Donc c'est la raison pour laquelle je dis que c'est votre candidat. Bon, ça c'est notre sujet, on aura l'occasion d'en parler. Voilà. Toujours lors de l'audience, le juge Sabassi a vu sa décision annulée. Et beaucoup de personnes se posaient la question, est-ce que la Cour suprême ne devrait pas être la seule juridiction qui allait prendre la décision finale? C'est ce que j'avais dit tout à l'heure, comme quoi la Cour pouvait vider, c'est-à-dire dans la mesure où elle estimait que certains moyens de cassation lui paraissaient recevables et fondés, devait tout de suite statuer, puisqu'il s'agit d'un contentieux électoral, donc administratif. Mais la Cour suprême a estimé de renvoyer cette affaire devant le juge du tribunal d'instance de Dakar. Bon, nous le regrettons, puisque c'est pas ce que prévoit le texte. Et il y a une jurisprudence rendue de la Cour suprême elle-même, et peut-être même composée de certains conseillers, même conseillers, qui ont dans une autre affaire, non seulement cassé, mais statué, vidé le contentieux immédiatement. Voilà, bon donc nous le regrettons. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est renvoyé devant le tribunal d'instance. Nous ne savons pas quelle sera la décision du tribunal d'instance, mais nous y serons. Fort possible que la décision qui sera rendue par le tribunal d'instance fasse l'objet aussi de pourvoi, et que la Cour suprême sera amenée à réexaminer à nouveau ce même dossier, peut-être même avant que la Cour suprême soit amenée à réexaminer la décision qui sera rendue par le tribunal de Dakar. La Cour suprême aura peut-être à examiner un autre problème, mais je ne vais pas le dire aujourd'hui. Le délai, ça doit être dans combien de jours? 10 jours, on parle? On parle de 10 jours. Bon, donc, ben vous savez, ces délais, à mon avis, cette décision n'est pas tombée par hasard. Cette décision, pour nous, elle pose problème. La preuve, il y a une conseillère qui devait être présente au moment de délibérer, qui n'était pas là. C'est déjà l'expression des malaises.
Et ce malaise a été partagé par l'opinion, par les Sénégalais. Et nous aurons l'occasion dans les prochains jours de dire ce que nous pensons et la réponse que nous avons par rapport à ce malaise, puisque nous avons une réponse et nous le ferons savoir. Il faut également jouer sur la montre, c'est important. Oui, c'est important pour vous en tant que média, mais c'est aussi important pour nous de rester professionnels aussi. De rester professionnels, de rester avocats. Et nous avons des règles à respecter, ne serait-ce que des règles de courtoisie. Et à respecter. Bon, donc, nous préférons ne pas plaider le dossier devant les caméras, mais de plaider devant la Cour du suprême. Je ne suis pas là pour plaider, mais je suis là juste pour expliquer une situation, celle de mon client. Bon, la plaidoirie, ça sera à la Cour suprême, et puis devant le tribunal d'instance de Dakar. Merci beaucoup. Depuis quand vous n'avez pas vu Ousmane Sonko? Depuis qu'il est transféré au Cap Manuel? Vous l'avez vu? Oui, je l'ai déjà vu. Sa situation, il est comment? Bon, le Sénégal a de la chance d'avoir M. Ousmane Sonko comme leader. C'est un homme exceptionnel. Exceptionnel. Il est très profond, très attaché à son pays, très attaché à la cause du peuple sénégalais. Vous savez, il est prêt, c'est quelqu'un qui est prêt à concéder, à tout concéder pour le bien-être du peuple sénégalais. Il accepte de subir toutes les souffrances inimaginables pour le bien-être de ce pays. Bon, donc, ce qu'il subit en ce moment, et bon, pour certains c'est normal, mais les grands hommes sont parvenus à des grands changements après avoir traversé autant de chemins semés d'embûches. Donc moi je suis parmi ceux qui pensent qu'il est en train d'emprunter un long chemin pour la vérité. Donc il a un long chemin pour la justice, pour sa justice. Vous voyez, un long chemin pour la justice. C'est ce qu'il est en train d'emprunter en ce moment. Bon, donc il est en train d'emprunter le chemin des grands hommes. Donc il faut subir, il faut résister, il faut la résilience et puis l'adhésion. Donc il a de l'espoir. Oui, il a l'espoir, puisque dans la mesure où vous êtes porté par le peuple, et notamment la jeunesse, donc il n'y a rien de plus extraordinaire que ça. Voilà. Pour rappeler, nous sommes avec Saïd Larifou, avocat franco-comorien et membre du collectif des avocats pour la défense d'Ousmane Sonko. De l'autre côté de la sous-région, on va parler de la décision de la Cour de justice de la CEDEAO n'a pas joué à votre faveur, c'est-à-dire à la faveur d'Ousmane Sonko par rapport à la dissolution du parti PASTEF. Pourquoi avez-vous jugé nécessaire de déposer un recours auprès de la Cour de justice de la CEDEAO? Et cela était nécessaire? Oui, c'est nécessaire puisqu'il y a une volonté pour nous qui est clairement affichée d'internationaliser cette affaire. C'est une volonté affichée. Nous l'avons fait, cette démarche, nous l'avons fait à Genève. Cette démarche, nous l'avons fait aux États-Unis, à New York. Et cette démarche, il est tout à fait normal qu'elle soit entamée aussi dans la sous-région, notamment auprès de la CEDEAO. Il est tout à fait normal aussi que ce combat soit mené aussi dans d'autres cieux. Donc c'est normal, on est dans un processus normal. Mais il y a une chose sur laquelle je souhaiterais m'exprimer. Nous ne laisserons pas la CEDEAO, la Cour de justice, la CEDEAO, traîner Ousmane Sonko dans la boue. Nous ne le laisserons pas faire. Et nous allons très prochainement prendre position pour exprimer notre indignation. Pas sur la décision elle-même, mais sur l'attitude et puis les termes qui ont été employés. Ces termes sont insultants. Ce n'est pas parce que vous êtes juge que vous pouvez vous permettre. Il y a des limites à tout. Ça, on ne peut pas permettre. Bon, donc, nous allons nous indigner devant la Cour
de justice de la CEDEAO. On ne peut pas laisser certaines choses. Non, c'est pas possible. Donc ça sera un nouveau recours également là-bas. On ne sait pas comment, mais nous allons trouver la forme la plus appropriée, respectueuse, mais fermeté. Nous sommes respectueux, mais fermes et déterminés. Nous ne laisserons personne. Nous ne laisserons personne, c'est très clair. Nous ne laisserons personne, nous ne ferons économie d'aucune procédure, d'aucune initiative pour défendre l'honneur de notre client. La décision, toujours à la cour de la justice de la CEDEAO, le juge, il a dissous le parti PASTEF, il a confirmé le communiqué du ministre de l'Intérieur à l'époque, Antoine Félix Diome. La dissolution, Ousmane Sonko entre dissolution de son parti et radiation de liste électorale. Non, au fait, il y a une chose qui est claire. La CEDEAO, la Cour de justice de la CEDEAO a été saisie d'un problème. Pas le problème de la liste électorale. Dissolution. La dissolution. Et puis les atteintes portées aux droits fondamentaux de M. Ousmane Sonko. Lorsque vous êtes chez vous, votre maison est barricadée et que vous n'êtes pas libre de sortir et de rentrer chez vous, sans que cette décision grave, puisqu'elle est attentatoire à vos droits, fasse l'objet d'une autorisation soit administrative ou bien judiciaire, signifie à la personne concernée, moi je ne sais pas ce que cela veut dire. Si ce n'est pas une atteinte au droit fondamental, bah écoutez, comme l'a dit mon confrère Clédor Ly, il s'agit d'un chèque en blanc donné à tous les dictateurs pour continuer à réprimer leur peuple. C'est-à-dire, j'ai pas compris. Non, mais je veux dire que si aujourd'hui vous êtes chez vous en tant que citoyen, les militaires viennent, ils imposent une barricade chez vous et vous empêchent de sortir et de ne pas rentrer chez vous et d'empêcher même vos avocats de ne pas vous rendre visite chez vous pour savoir pourquoi vous êtes barricadé, pourquoi vous ne pouvez pas sortir. Bah écoutez, moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ce n'est pas une atteinte grave aux droits de M. Ousmane Sonko? Vous savez, je ne parle pas des autres, puisqu'il y a eu à peu près 8 cas d'atteinte aux droits de M. Ousmane Sonko. Droit à la santé. Le fait que M. Ousmane Sonko était placé en détention provisoire sur la base des faits complètement fallacieux. Mais il fallait absolument le maintenir en détention provisoire. Et qu'à la suite de l'observation de la grève de la faim, il a été admis à l'hôpital. Est-ce que ce n'est pas ça le droit à la santé? Vous voyez, lorsque vous êtes chez vous, je me répète, puisque ça c'est l'élément, à mon avis, le plus flagrant. Vous êtes chez vous, barricade militaire, sans que cela fasse l'objet d'une notification administrative ou judiciaire. Bon, je suis désolé, mais ça, c'est une atteinte grave à la liberté. Et bon, lorsque le président de la Cour de justice de la CEDEAO dit que, écoutez, leur juridiction est compétente en matière de droits de l'homme, bon, je donc sais il y a pas des questions à se poser. La CEDEAO qui est dans la sous-région. Voilà, bon, donc moi je me pose la question. Nous avons vu avec le dossier Gendarmerie. Voilà, moi je ne sais pas où est-ce qu'il faut se plaindre pour justement faire valoir ses droits fondamentaux si ce n'est pas devant la Cour de justice de la CEDEAO. Bon, ils ont dit que non, il n'y a pas atteinte aux droits de l'homme et que vous pouvez continuer à le réprimer. Vous pouvez continuer à le faire tout ce que vous voulez, quitte à le tuer. Donc, c'est vraiment un chèque en blanc, une autorisation de la Cour de justice de la CEDEAO à continuer à réprimer les peuples de la sous-région. On dit en Afrique, par exemple, que la CEDEAO sert de pouvoir à la France. Est-ce que cela se justifie par rapport à ces dossiers des opposants? Non, mais bon, c'est un sujet très complexe. Très complexe, oui. Je ne vais pas l'aborder dans le cadre de la défense de mon client, puisque moi je vais rester sur ce cadre. C'est déjà complexe, c'est déjà difficile. C'est difficile de parler. De parler de ce dossier. Ça, c'est vrai. Donc je ne vais pas encore en rajouter, puisque le plus important ici, c'est de défendre les intérêts d'une personne par rapport à une crise politique. Donc je ne vais pas en rajouter. D'accord. Bon, je laisse ça dans un autre cadre. Je pourrais m'exprimer librement, mais c'est dans un autre cadre, donc je ne vais pas faire mélange. Merci beaucoup. Le sujet qu'on va évoquer, c'est l'affaire Mame Mbaye Niang, qui va être
encore rejugé en cassation, si je comprends bien. Cela ne sera pas un fardeau de plus contraignant la candidature de Sonko pour 2024? Bon, on ramène toujours... Il y a beaucoup de dossiers. Oui, qui sont fabriqués et puis jugés de façon un peu bizarre, juste pour atteindre un objectif. Vous savez, cette volonté d'empêcher M. Ousmane Sonko de devenir président de la République du Sénégal, cette volonté a été actée, mais en tout cas a fait l'objet d'une déclaration d'un ministre au mois de janvier 2021. Et depuis 2021, le pouvoir, l'État, je ne parle même pas de l'État, je parle des agents de l'État. Vous voyez, puisque l'État de Sénégal, c'est nous tous, c'est vous tous, quoi. Vous voyez, c'est vous tous. Et tout, mais des agents de l'État. Des agents de l'État se servent des moyens de l'État du Sénégal pour justement décider d'abattre un citoyen sénégalais. Cette volonté a été exprimée par un agent de l'État en janvier 2021 et depuis, chaque fois il y a une occasion de les salir, de les traîner dans la boue, ils s'en servent, des occasions. Bon, il y a eu cette affaire du salon de massage, il y a cette affaire qui vient opportunément d'un ministre qui s'estime, je ne vais pas faire sa publicité, qui s'estime lésé par rapport à une déclaration qui a été faite par M. Ousmane Sonko, alors que tout le monde sait qu'il y a un rapport qui l'accable. Lorsque vous êtes accablé dans un rapport, cela ne veut pas dire forcément que vous êtes coupable. Mais c'est un rapport qui n'a même pas été rédigé par M. Ousmane Sonko, mais c'est un rapport qui existe, qui parle d'un certain nombre de faits. Il aurait dû, en tant que ministre, faire une déclaration pour dire que ce rapport est complètement faux. Et tout, est-ce qu'il y avait une nécessité d'aller devant le tribunal? Bon, il a estimé que c'est nécessaire et c'est son droit d'aller devant le tribunal. Mais lorsque la décision est rendue, c'est une décision bizarre que je n'ai jamais vue. J'ai 30 ans de métier d'avocat. Je n'ai jamais vu une décision de diffamation, judiciaire de diffamation, aussi généreuse. Est-ce qu'il y avait une preuve aussi, bon, ça, pour on votre verra. client? Parce qu'il parle qu'il avait vu le rapport sur Internet. Non, mais le rapport, il est sur Internet. Si vous voulez, je peux me connecter tout de suite, vous montrer le rapport. Et ça, c'est pas M. Ousmane Sonko qui le met en ligne. Hein. Le rapport, il est là, il existe, il est signé. Et d'autres personnes, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a d'autres personnes qui ont fait état de ces rapports. Ces personnes n'ont jamais été inquiétées. Mais il fallait inquiéter opportunément Ousmane Sonko, qui n'a fait que commenter. C'est tout. La bonne foi de M. Ousmane Sonko ne fait pas de doute. En tout cas, ce n'est pas Ousmane Sonko qui l'a rédigé. Mais la personne en question qui se plaint aujourd'hui n'a jamais fait un communiqué pour dire que c'est faux ce qui lui est reproché. Mais bon, parce que c'est Ousmane Sonko, il fallait nécessairement le traduire devant le tribunal. Et comme c'était une belle opportunité, puisqu'il fallait chercher tous les moyens pour l'empêcher, c'était une belle opportunité de les traduire devant le tribunal. Et chercher quoi? Bon, d'abord, la décision est généreuse puisqu'il lui accorde 200 millions. 200 millions. 200 millions pour histoire des diffamations, c'est du jamais vu. Hein. Vous ferez le tour du monde, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, pour trouver une décision judiciaire en matière de diffamation aussi généreuse qui accorde 200 millions de francs CFA à la victime. Même les victimes des faits graves, criminels, n'ont jamais eu autant d'argent comme ça. Bon, donc, ça, il a la chance. Il est né sous la bonne étoile. Comme disait un des confrères, il y a les bonnes causes et les mauvaises causes. Il y a ceux qui sont des bons côtés et ceux qui sont de mauvais côtés. Bon, donc, il a eu 200 millions. Donc, il a eu 200 millions puisqu'il était de bon côté. Bon, tant mieux pour lui. Il est né sur la bonne étoile. Donc, il suffit de l'insulter et tout de suite, il a 200 millions. Mais est-ce qu'il s'agit également d'une nouvelle tournure par rapport au renvoi en cassation du dossier Mame Mbaye Niang? Oui, moi je vais faire. C'est révélateur et à mon avis, les Sénégalais, la majorité des Sénégalais, les Sénégalais invisibles, silencieux, lorsqu'ils voient, ils écoutent ça, ils sont dégoûtés. Vous voyez, ils sont dégoûtés, ils se disent, mais écoute, mais qu'est-ce qui se passe là? Ils sont complètement dégoûtés. Ils disent, mais écoutez, moi je suis victime, j'ai été tabassé, j'ai été victime, l'atteinte, mes droits ont été violés, etc. La justice ne m'écoute même pas. Il y en a un parce qu'il est ministre, il reçoit 200 millions de francs CFA parce qu'on l'a insulté, parce qu'on l'a diffamé. Vous voyez, donc à partir de là, il y a un dégoût.
il y a une rupture, c'est à partir, lorsqu'on parle de crise. Une rupture, que les institutions sont en crise, les institutions et en rébellion contre le peuple, c'est dans ce genre de situation, vous voyez. Nous l'avons également constaté Bon, nous, on a fait appel contre cette décision, de même que la victime a fait aussi appel contre cette décision, et le parquet également. Les deux appels, et de la partie civile et du parquet, ont été examinés. Ça sera également à la Cour suprême. Oui, voilà. Ont été examinés. Celui de M. Ousmane Sonko n'a jamais été examiné. Vous voyez. Et lorsqu'on examine les deux appels, on appelle les deux appels sont audiencés. Alors que M. Ousmane Sonko n'avait pas encore purgé son droit au recours. Ça aussi, c'est un malaise. Vous donnez à quelqu'un un délai de 30 jours pour faire appel. Vous n'attendez pas que le délai de 30 jours s'écoule et tout de suite vous audiencez. C'est comme si vous lui dites, écoutez, vous pouvez faire appel si vous voulez. On n'a rien à cirer. On n'a rien à cirer. Vous êtes un sous-citoyen. On n'a rien à cirer. Le délai de 30 jours, bon, ça c'est théorique. Mais nous, on n'a rien à cirer. L'État, c'est nous. Vous n'êtes rien. Bon, donc, vous voyez, ce sont ces genres de considérations, de comportements qui poussent les gens non seulement à se révolter, mais heureusement qu'il n'y a pas ça, mais ça nourrit la frustration. Et la frustration, c'est pas bon. C'est bon. Y a-t-il des risques de tension vu le contexte par rapport aux élections présidentielles qui est prévu au mois de février 2024? Peut-on dire qu'il y a une possibilité de vivre des manifestations vu le contexte auquel nous vivons au Sénégal? Vous les journalistes, du cadre général. Vous êtes dangereux, vous avez tendance... C'est une question. Ah oui, mais c'est une question piège, vous voulez m'amener sur un terrain qui n'est pas le mien. Moi, je me sens sénégalais, c'est vrai, j'aime bien. Le Sénégal, c'est comme si je suis nous chez moi. Nous l'avons vécu en Afrique, nous l'avons vu en Afrique, dans d'autres pays. Oui, mais moi je ne vais pas m'exprimer sur ce terrain. Ici, bon, j'aurai l'occasion peut-être de m'exprimer sur ce volet, mais dans un autre cadre. Mais là, je ne vais pas, dans le cadre de la défense de mon client, M. Ousmane Sonko, parler de ce qui va se passer. Bon, moi j'ai l'obligation de défendre M. Ousmane Sonko, sa candidature, pour que sa candidature soit retenue, pour que tous ses droits soient reconnus et respectés, et notamment le droit pour lui de se porter candidat. Ça, c'est mon rôle. Et puis après, ça, c'est notre volet. Bon, j'aurai peut-être l'occasion, puisque je suis aussi engagé dans le combat, mais ça, c'est dans un autre cadre, engagé dans le combat pour l'Afrique. Mais je ne veux pas me prononcer là-dessus. De manière générale, et peut-être avec un regard tout à fait particulier pour le Sénégal, puisque le Sénégal et les Comores, mon pays d'origine, on est très très liés, c'est deux pays frères. Les liens qui unissent les deux pays datent durant la période coloniale. Et jusqu'à maintenant, je ne sais pas si beaucoup de gens le savent, mais dans les organisations internationales, dans des pays où les Comores, mon pays n'est pas représenté diplomatiquement, c'est le Sénégal qui représente les Comores. Et c'est pour cette raison que dans certaines représentations diplomatiques sénégalaises, il y a des fonctionnaires comoriens qui travaillent. Bon, donc, il y a un lien, il y a des liens extrêmement profonds qui lient les deux pays, qui datent durant la période, pendant la période coloniale. Le président Senghor, et au moment où il était député, avec un autre parlementaire comorien, ils avaient mis en place des actions en faveur des droits des colonies françaises à l'époque. Et la France et le Sénégal et les Comores ont aussi milité pour la communauté française également. Bon, donc il y a quand même un combat qui a été mené depuis longtemps, des décennies, par les deux pays. Et c'est pour cette raison que lorsque les Comores sont devenues indépendantes en 1975, M. Senghor était le premier président africain à rendre visite aux Comores. C'était en 1976. Et lors de son passage aux Comores,
il y a des accords de coopération qui avaient été signés. Et cette volonté a été entérinée par l'Assemblée nationale du Sénégal en janvier, si je ne me trompe pas, janvier 1977. Bon, donc c'est des accords de coopération globaux dans tous les domaines. En matière de démocratie. Je vais aussi le dire clairement. Vous savez, il y a des médecins sénégalais qui étaient venus aux Comores lorsque les Comores, après le départ des Français, avaient besoin des coopérants. Il y avait des enseignants sénégalais qui étaient venus, il y a des avocats sénégalais, des magistrats sénégalais qui sont venus opérer aux Comores. Le conseiller juridique du premier président comorien, c'était un Sénégalais. C'est un Sénégalais. Maître Si, vous voyez, c'était le premier. Donc nous avons des liens. Ah non, mais des liens très très profonds. C'est pour cette raison que nous, on n'est pas indifférents par rapport à ce qui se passe ici. Et il suffit de voir aussi le nombre d'étudiants comoriens qui sont dans les facultés, les écoles, les instituts au Sénégal. Ils sont nombreux et ils se sentent chez eux ici. Bon, donc c'est ce qui explique peut-être ma curiosité, voire même mon engagement en faveur de la démocratie en Afrique, mais particulièrement ici. Et je me rappelle aussi du soutien des organisations des forces vives sénégalaises lorsque les Comores avaient besoin d'être soutenus dans le combat que notre pays mène contre la dictature. Moi-même, j'ai assisté ici, je pris part ici à des marches initiées par les organisations de la société civile sénégalaise contre la dictature aux Comores. Merci beaucoup. C'était un plaisir d'échanger, d'éclaircir sur quelques points de l'actualité vu les contextes politiques. On vous dit à la prochaine. Merci. C'est quoi votre dernier mot? À très bientôt au tribunal de Dakar. Vive la paix. C'est la prière que je fais pour le peuple sénégalais, pour les dirigeants de ce grand pays, que les acteurs politiques de ce pays se retrouvent tous ensemble dans l'intérêt de ce grand pays, pour ce peuple qui attend beaucoup plus de sérénité. Il suffit de voir l'expression de joie à Ziguinchor et l'expression de déception le vendredi 17. Bon, donc ce peuple n'attend qu'une seule chose, la justice et la paix et la sérénité. J'ai toujours dit que le Sénégal a les moyens de surmonter la crise actuelle. Ils ont les hommes qu'il faut, les ressources humaines nécessaires. Ils l'ont déjà fait dans l'histoire, dans le passé. Et le défi actuel est à la portée de ce peuple inspirant et courageux. Merci beaucoup à tous les internautes fidèles de notre site de référence Sénégal 7, ce qui donne l'information en temps réel, vos sites qui vous donnent l'information en temps réel. Jërë Diop, Papa Sadikh Diop au cadrage et Matar Cissé au micro. Merci beaucoup. Mais yow sa waay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.